Parlez-moi d'abord de ce qui vous a amené en médecine. Est-ce que d'autres domaines vous intéressaient en même temps? Quand j'étais à l'école secondaire, la photographie m'intéressait beaucoup, les arts, médias et même l'écriture, la poésie. J'avais j'a- euh, ça allait très bien dans les sciences, mais mon intérêt, c'était plutôt dans les domaines artistiques. Alors, j'envisageais pas une carrière dans la médecine, sauf que j'ai continué dans les sciences et puis éventuellement, le résultat, c'était une carrière en médecine, mais c'était pas vraiment dans le début un de mes buts dans la vie. Euh, alors, j'avais toujours un côté artistique. Quand avez-vous commencé vos activités avec des Legos? Il y a 10 ans, dans la mi-quarantaine, j'ai décidé, lorsque mes deux garçons avaient 8 et 9 ans, je voulais passer plus de temps avec eux parce qu'ils étaient plus indépendants à cet âge-là. Et puis, je voulais m'asseoir avec eux et passer du temps de bonne qualité avec mes enfants. Alors, j'ai décidé vraiment de adopter leur passe-temps plutôt pour eux et pour être présente pour mes enfants. Mais l'effet de ça, que je m'attendais pas à ça, c'était que c'était tellement, ça m'emmenait tellement de joie et je trouvais ça très relaxant de sortir ma créativité. Et puis, je trouvais que j'étais en fait plus présente pour moi-même. Alors, c'est devenu mon passe-temps, même quand que les enfants se couchaient le soir, je continuais avec mes créations, à créer des choses avec les Legos. Les psychologues parlent souvent d'être dans sa zone. Est-ce bien ce que vous ressentez quand vous construisez quelque chose ou est-ce différent? C'est totalement la même expérience que les gens qui décrivent la méditation et mindfulness. Ils disent que c'est vraiment, on se trouve dans un état où est-ce que le temps passe et on n'est même pas conscient de qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et puis que c'est vraiment une paix à l'intérieur de nous. Les roues arrêtent de tourner et puis on sent un niveau de relaxation vraiment incomparable. Alors, vraiment, avec mon passe-temps, je trouve le même état fascinant en faisant mes créations de Lego. Et puis, je vois le temps qui passe et un niveau de relaxation qui surpasse toutes les autres activités. Comment a-t-on réagi à vos créations? Et je m'intéresse à quelles réactions vous ont le plus étonné. Quand que j'ai commencé ce passe-temps, je m'attendais pas à avoir une réaction de d'autres personnes. C'était quelque chose de très personnel. Mais quand que j'ai commencé à démontrer mes créations dans des conventions de Lego dans différents pays, on se faisait inviter pour amener nos créations. Euh, j'ai commencé à reconnaître la joie de partager mon travail avec le public. Et effectivement, les choix que je prenais comme artiste de représenter, admettons, comme dans mon hôpital, ici, les intérieurs, de démontrer les différents membres de l'équipe, incluant les nettoyeurs à l'hôpital et les gens qui font les réparations de construction dans l'hôpital. Et puis, même aussi de représenter la diversité des gens qui travaillent à l'hôpital. Et ce que les gens m'ont dit, que c'est qu'ils appréciaient la représentation, qu'ils se sentaient vus dans mes choix et que c'était très valorisant. Alors, ça m'apportait beaucoup de connecter avec les gens pendant ces événements-là. Un autre exemple de l'impact que ça a eu pour les gens qui m'entourent, c'était l'impact pour les jeunes filles parce que à des conventions de Lego,
on trouve beaucoup que les gens qui démontrent leur création, c'est des hommes ou des garçons. Et puis, quand les filles viennent me voir, puis qu'ils se rendent compte que c'est moi qui ai fait ces créations-là, on les voit très inspirés. Et puis, ça leur donne le message que eux aussi, ils peuvent avoir une carrière ou un passe-temps dans les Legos, et puis que ce n'est pas seulement pour les garçons. Voyez-vous un lien entre ces activités et vos activités cliniques? Où se recoupent-elles? Je pensais pas au début qu'il y aurait une interaction entre les deux, mais j'ai remarqué avec le temps que vu que je créais des choses comme une machine en anesthésie et l'hôpital, qu'il y avait une opportunité pour une interaction. Comme exemple, j'ai décidé de créer une machine en anesthésie qu'on pouvait faire tirer à une convention d'anesthésie pour en fait faire de l'argent pour notre fondation de recherche en anesthésie. Alors, on a accumulé 4 300 pour les recherches en anesthésie. Et maintenant aussi, je fais une vente pour le set comme un set de Lego pour donner des profits, 10 des profits pour KCF. Ça, c'est une fondation pour éduquer les gens au travers du monde pour l'anesthésie. Alors, c'est des façons que moi, je redonne à ma spécialité, mais avec mes créations. Et puis, c'était aussi une autre opportunité pour moi pour ma formation propre, d'être exposée aux médias, mais avec mon passe-temps, qui en fait, j'ai utilisé cette expérience-là pour pouvoir me développer du côté professionnel, disons, en gagnant de l'expérience avec les entrevues, avec les médias pour mes créations Lego. Et ça m'a aidé à obtenir des positions en anesthésie, comme être la présidente de la Société des anesthésiologistes du Canada. Y a-t-il d'autres domaines d'intérêt que vos collègues doivent connaître à votre sujet ou que doivent-ils tirer de votre récit? Je trouve que les professionnels, des fois, ils trouvent qu'un passe-temps, ça enlève leur concentration sur leur carrière. Et en fait, moi, je trouve que c'est le contraire, parce qu'en ayant un passe-temps qui relaxe la personne, qui crée une personne plus équilibrée, on revient à notre profession avec plus d'énergie, plus de réserve, plus de façons de combattre le stress. Alors, ça nous aide comme professionnels à avoir un passe-temps et que c'est du temps dédié à quelque chose qui est très important et puis que ça vraiment, ça nous aide avec notre développement personnel et ça nous aide aussi dans nos carrières. Alors, moi, j'encourage tous les gens, et spécialement les étudiants en médecine et les résidents à qui j'enseigne, je les encourage à garder leur passe-temps et leur passion et de toujours donner du temps à ça, et parce que ça va les aider dans leur vie, absolument, dans tous les aspects de la vie. Lucie, c'était un plaisir de parler avec toi aujourd'hui et merci beaucoup pour être ici. Ça m'a fait plaisir aussi, Julienne. Merci. Claude, j'aimerais savoir ce qui vous a attiré vers la médecine. C'était clair pour vous ou est-ce que d'autres domaines vous intéressaient en même temps, comme la musique? Ouais, disons que la médecine est arrivée un peu par surprise, par en arrière. Parce que je me souviens des conversations avec mon père et puis moi, j'étais un maniaque de mathématiques. J'aimais beaucoup les mathématiques et puis je pensais que je ferais peut-être une carrière à l'aide des mathématiques. Et puis, je sais pas pourquoi, à un moment donné, je disais à mon père que je n'aimais pas
l'odeur dans les hôpitaux à l'époque, ça sentait l'éther. Et puis, je détestais. Ça me donnait mal au cœur. Alors, je me disais jamais que je vais aller en médecine. Puis, à un moment donné, lors d'un petit tour en auto avec mon père, je me souviens plus où on allait. J'ai dit tout simplement, mais père, je pense que je vais aller en médecine. Hein? En médecine? Tu m'as jamais dit ça, tu voulais pas. Alors, ça a été une très grosse surprise. Et à cette époque-là, j'avais une sensibilité musicale, mais je ne jouais pas de musique. Mais mon père chantait très bien. Et mon père aimait un peu le jazz. Alors, il mettait du classique aussi, mais il mettait de l'opéra, il mettait du jazz. Et il avait un peu la voix de Nat King Cole. Je ne sais pas si vous connaissez Nat King Cole. C'est un chanteur de jazz qui joue du pianiste très, très bien d'ailleurs, et qui joue du piano très bien. Et mon père avait une voix qui ressemblait beaucoup à Nat King Cole. Alors encore aujourd'hui, quand j'écoute du Nat King Cole, ça me rappelle le timbre de voix de mon père. Mais alors la médecine, c'était vraiment un peu je dirais presque par accident. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Et puis après ça, je me suis intéressé au système nerveux. J'étais depuis le tout début. En fait, moi, j'ai fait le cours classique au Québec, là, qui est un cours très long, qui n'existe plus, qui était 8 ans. Euh, je me suis tout de suite intéressé à connaître un peu l'évolution du système nerveux à travers les espèces, puis après à travers l'être humain. Et puis j'ai commencé à faire des travaux là-dessus. Puis je me suis intéressé aux sciences neurologiques, de sorte que j'ai finalement commencé après ma médecine, à faire 1 an de médecine interne en pensant m'en aller en neurologie. Mais par la suite, j'ai un peu un âme missionnaire. Je voulais aider les gens qui étaient en difficulté. Et donc, j'ai vu une annonce passer qu'on cherchait des médecins pour aller en Afrique, aux îles Comores, dans l'océan Indien, parce qu'il y avait eu un coup d'État aux îles Comores, et qui est une ancienne colonie française. Et avec le coup d'État, les médecins français étaient partis de cet archipel qui contient 4 îles. Il y en a une qui est restée française et les 3 autres se cherchaient des médecins. Et l'ancien ministre de la Santé de l'époque avait une chaire de santé internationale, puis cherchait des médecins. Alors, je me suis inscrit. J'ai dit, OK, j'ai été choisi pour aller travailler en Afrique. Alors, j'ai interrompu, évidemment, ma résidence, entre guillemets, en médecine interne puis en neurologie pour, euh, pour aller faire une préparation pour aller en Afrique. Parce que je savais que je serais tout seul sur une île en Afrique comme médecin. Donc, il fallait que j'apprenne à faire un peu de chirurgie, à faire un peu d'obstétrique pour faire des accouchements, puis apprendre à faire des césariennes, des appendicectomies, des choses de base. Alors, puis apprendre aussi la médecine tropicale. Alors, j'ai pris 1 an où j'ai pris des cours de médecine tropicale et j'ai travaillé dans un hôpital rural au Québec où il y avait des médecins spécialistes en orthopédie, en chirurgie générale et en obstétrique qui m'ont introduit aux techniques de base pour pouvoir aller en Afrique. Et puis, c'est durant cette année-là que je suis tombé en amour avec la chirurgie, avec le côté artistique de la chirurgie. Je trouvais ça magnifique. Et puis, je suis allé donc travailler 1 an aux îles Comores. Puis c'est aux îles Comores que j'ai décidé de relier mon amour de la neurologie ou des sciences neurologiques avec mon amour avec la chirurgie. Puis je me suis inscrit pour aller en neurochirurgie de l'Afrique. Puis bon, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, je suis arrivé ici à Montréal après avoir fait quelques mois de médecine générale ici parce que la résidence en neurochirurgie commençait pas tout de suite quand je suis revenu. Alors, j'ai fait un peu de médecine générale en milieu rural. Puis après ça, je me suis installé à Montréal pour faire ma résidence en neurochirurgie. Et puis là, comme c'était très demandant à l'époque, il fallait que je me trouve un AB. Alors, j'avais développé l'amour de la musique avec mon père. Puis en Afrique, ah oui, je vous ai pas compté,
Mais comme passe-temps, je m'étais acheté une flûte. Puis j'avais commencé à jouer de la flûte en Afrique. J'avais même composé un morceau, en tout cas, pour passer le temps. Et puis, quand je suis revenu, en commençant ma neurochirurgie, là, c'était pas la flûte que je voulais, c'était le saxophone. J'étais tombé en amour avec le jazz et je voulais à tout prix jouer du saxophone. Alors, je suis allé à la boutique Arduini, ça s'appelait à l'époque, pour acheter un saxophone. Et puis là, monsieur, il me dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Un ténor, un alto, un soprano? Ah, je ne sais pas. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un monsieur extraordinaire qui m'a dit, ben, je ne te vends pas de saxophone si tu ne sais pas le type de saxophone que tu veux jouer. Va écouter de la musique et quand tu auras trouvé la tonalité ce que tu aimes, tu reviendras. Et puis là, ben, j'ai exploré la musique par le saxophone et finalement, j'ai dit non, c'est le ténor. C'est ça que je veux, c'est le ténor. Alors, je suis retourné voir le monsieur, puis là, il m'a vendu un ténor. Là, j'ai commencé à jouer du ténor comme ça avec ce monsieur-là. Puis j'ai pris des cours durant mon cours de ma résidence en neurochirurgie. Mon professeur s'appelait Vladimir et lui, il jouait de tous les saxophones. Puis il m'a donné les cours de base là, pour la technique de base. Et puis, c'était mon hobby pendant ma résidence en neurochirurgie. Je faisais de la neurochirurgie, puis quand j'avais un petit peu de temps, je faisais de la musique pour m'amuser, tu sais, mais de façon amateur, bien sûr. C'est une histoire incroyable. À quoi ressemble votre pratique musicale maintenant? Jouez-vous de votre instrument tous les jours, les mauvais jours, les bons jours, ou peut-être sa tendance particulière? Je ne joue pas tous les jours. J'écoute de la musique tous les jours. J'en joue dans ma tête, mais je ne joue pas tous les jours, malheureusement, parce que jouer tout seul, c'est... Bon, oui, on pratique, on le fait un peu, mais c'est pas là que j'ai le plus de plaisir. J'ai le plus de plaisir à jouer avec d'autres personnes parce que c'est vraiment une forme de communication. Il faut écouter ce que l'autre a à dire. Il faut vraiment... c'est ça, c'est vraiment une communication. Alors, durant la pandémie, on ne pouvait pas se voir. Alors, en personne. Alors, j'ai joué beaucoup moins parce que je ne pouvais pas me réunir avec mes amis. On a essayé de le faire par Zoom et tout, mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose que d'être avec quelqu'un puis de sentir le body language puis je sais pas, là, il y a quelque chose de différent. On se rencontre régulièrement pour jouer de la musique, mais c'est selon mon horaire et l'horaire des musiciens avec qui sont mes amis. Eux autres, ils font des tournées aux États-Unis ou une tournée en Europe. Ils font souvent des tournées en Europe. Alors, je peux pas être avec eux, mais quand nos horaires ça donne, ben on joue. Alors, je peux pas. Il n'y a pas de règle. Je m'impose pas une règle. Il faut surtout pas s'imposer de jouer de la musique. Il faut jouer de la musique quand on a le goût de jouer de la musique. Et malheureusement, j'ai bien plus souvent le goût de jouer de la musique que je peux en jouer de la musique. Mais je pense que ça va probablement, plus je me rapproche de la retraite, plus je vais avoir du temps libre et peut-être que plus je vais pouvoir le faire en fonction de l'agenda de mes amis musiciens aussi. La musique contribue-t-elle à votre bien-être général? Si oui, de quelle façon? La musique, si j'aurais pas eu la musique dans tout mon entraînement en neurochirurgie, puis en neurochirurgie pédiatrique, et pas juste durant l'entraînement, durant le training, mais à l'hôpital, je pense que j'aurais fait un burn-out. Je veux dire, ça contribue certainement, en tout cas pour la santé mentale. La technique, ben, un chirurgien, il faut qu'il joue avec ses mains puis tout. Alors, le saxophone, il y a beaucoup de doigté aussi, mais c'est surtout, du point de vue de la santé mentale, c'était une évasion. Même si moi, je suis un être passionné, j'ai plusieurs passions, la médecine, la neurochirurgie pédiatrique, les enfants, la musique, c'est toutes des passions, mais c'est très demandant
la neurochirurgie pédiatrique et il fallait que j'aie une soupape pour m'évader, pour sortir de ça. Et quand on a des patients, moi, c'est des enfants, mais leur famille, les parents, la mère, le père, et qui a des pathologies graves, des tumeurs cérébrales ou des complications, euh, on est, on est toujours, notre cerveau est toujours à y penser. Même la nuit, je refaisais l'opération que j'avais faite durant la journée. Je veux dire, on a toujours ça un peu dans dans le subconscient, ou en tout cas, on y pense tout le temps. Or, le seul moment où je pense vraiment rien, pas du tout à ça, c'est quand je joue de la musique. Quand je joue de la musique, là, je ne pense pas à la médecine, je pense pas à mes patients, je pense à rien d'autre qu'à la musique. C'est pour ça que c'était très important pour préserver ma santé mentale. Je pense que tous les médecins qui travaillent très fort, il faut qu'ils trouvent une soupape pour s'évader de ça. Sans ça, on se sent emprisonné. Puis quand on est en prison, c'est pas bon. Il faut avoir une liberté, et puis c'est dans la musique que je trouvais cette liberté-là, où je m'échappais de mon autre passion, mais dans une passion différente. Et là, je pouvais faire des erreurs et c'était moins grave que en neurochirurgie si on fait une erreur. Je pense que la musique fait de nous de meilleurs médecins. Et comme tu as mentionné, cela a été prouvé. Êtes-vous du même avis? Et si oui, par quel mécanisme? Je pense, Gillian, comme je vous ai dit, c'est le seul moment où je ne pense à rien d'autre qu'à la musique. Dans toutes les autres activités, on a toujours un petit peu à penser à nos patients, à ce qu'on a à faire. C'est le seul moment où je pense à rien d'autre. C'est une liberté totale. Et par quel mécanisme, je ne sais pas. Parce qu'on est concentré sur la musique qu'on veut faire, et aussi parce qu'on est, comme je te dis, en jazz, il faut écouter beaucoup les autres. Alors, toute notre attention est portée sur le message ou ce que tel autre musicien veut dire, quelle idée qu'il veut apporter. Puis là, ça te change. Tu pensais qu'on allait dans une direction, puis on s'en va dans une autre direction. Alors, je pense que c'est parce que ça capte notre attention tellement d'être à l'écoute des autres pour pouvoir suivre, parce qu'on n'a pas de note, jamais qu'on a de note de musique. On n'a pas de note. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Sans ça, tu pourrais toujours te fier sur ce qui est écrit sur la chart, sur la note, tu sais, sur les notes de musique, les partitions qu'on appelle, nous, en français. Mais là, il n'y en a pas. Alors, ça capte entièrement notre attention. Alors, c'est peut-être ce mécanisme-là. D'autres vont le faire avec un autre AB. Peut-être qu'ils vont le faire. Ben, j'ai vu, là, je sais qu'il y a quelqu'un qui c'était les Lego. Un autre, ça peut être le golf, ou je ne sais pas, mais moi, c'est pas moi le golf, ou j'aime pas. C'est la musique, parce que c'est quelque chose qui capte entièrement mon attention, mon émotion, parce que il y a beaucoup d'émotivité. Alors, c'est émotif, c'est intellectuel, c'est corporel, on bouge, on joue. Donc, il y a quelque chose de physique, puis il y a quelque chose d'émotionnel, puis il y a quelque chose de mental, là, de vouloir comprendre la direction que l'on donne à un morceau. Il faut donner une âme à ce que l'on joue. Pour donner une âme à ce que l'on joue, ça prend tout ce qu'on a dans le corps et dans l'esprit. Nos collègues sont tellement épuisés actuellement. Avez-vous des paroles réconfortantes pour eux ou des idées? Ce que je pourrais leur dire, c'est ils passent leur vie à s'occuper des autres, à s'occuper d'autrui. Ils passent leur vie à aider les gens en difficulté et
Et surtout avec la pandémie qu'on a eue, c'était des ressources supplémentaires. Il a fallu improviser, d'ailleurs, dans le virtuel et tout ça. C'est très demandant de toujours être là pour autrui. Alors, ce que je leur dirais, c'est réservez-vous des moments pour vous, de penser à vous. Parce que il faut d'abord, il faut être capable de penser à soi pour pouvoir bien s'occuper des autres. Il faut être capable de penser à soi. Puis c'est pour ça, moi, c'est dans la musique. Quand je joue de la musique, oui, je communique avec les autres, mais je pense à moi. Là, je me fais plaisir à moi et c'est pour moi que je fais ça. Je suis pas obligé de le faire. C'est parce que je le fais. Et je pense que si on prend soin de soi, bien, on peut mieux s'occuper des autres. Hein? Il y a un dicton qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ben, il faut la santé bien ordonnée commence par soi-même aussi. Claude, c'était un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup.